Merci beaucoup Jean-Paul. Peut-être en quelques mots, vous parler de notre relation à l'obsolescence. Comme Jean-Paul vous l'a expliqué tout à l'heure, nous avons repris il y avait une vingtaine d'années ensemble, après avoir travaillé ensemble pendant 10 ans dans le groupe BSN, du temps où Antoine Riboud menait ce groupe, hein, et que son siège était avenue du 11 novembre 1918 à Villeurbanne, donc en face d'ici. Donc nous sommes connus là-bas, et puis nous avons repris la Société Centrale. Et la Société Centrale avait été créée en 1971, donc elle fêtera ses 50 ans dans 2 ans, par 2 ingénieurs. Et ces 2 ingénieurs s'étaient fait une spécialité d'automatiser les équipements industriels. Alors c'était l'époque où l'ensemble de la machine-outil lyonnaise, en particulier toutes les machines textiles, mais beaucoup d'autres machines d'emballage, passaient de la came mécanique à l'électronique. Ils avaient imaginé un petit mécano électronique avec un outil temps réel qui leur permet d'automatiser les équipements. Quand nous avons repris la société utilisait énormément d'électronique, et vous connaissez tous le milieu de l'électronique puisque vous avez sans doute un PC chez vous, et vous vous rendez compte que c'est un milieu en constante mutation, c'est-à-dire que tous les ans, on se retrouve avec quelques innovations dans le domaine de l'électronique qui font que très rapidement, votre PC ne peut pas supporter les nouveaux logiciels et devient obsolète. Or, les clients de Centrale sont des clients industriels qui font... alors autrefois, c'était des machines. Hein, avec la chute de l'industrie en France, aujourd'hui, on se tourne plutôt vers des clients qui font des trains, hein, dans le ferroviaire, dans le militaire, qui font des engins de défense, dans le médical, dans des robots pour opérer des patients, et également dans l'aéro, dans le spatial. Et la caractéristique de ces équipements, c'est qu'ils ont des cycles de vie très longs. Travailler par exemple pour les centrales nucléaires, nous devons garantir la disponibilité des automatismes pendant la totalité de la durée de vie de la centrale nucléaire, ce qui est un challenge dans la mesure où, qui est un défi dans la mesure où nos fournisseurs en composants vous promettent 5 ans de pérennité, parfois 10 ans, mais le tiennent rarement. Et puis il faut bien voir que les intérêts de ces grands groupes fournisseurs de composants ne sont pas toujours les nôtres. Je pense à 2009, qui était une grande crise, le plus grand de nos fournisseurs de composants a annoncé une obsolescence sur un de ses composants qui nous a obligés à redesigner beaucoup de cartes. Cette année-là, ils ont fait le meilleur profit de leur existence à la bourse. Voilà. Donc voilà pour Centrale. Ça fait des années que nous faisons une spécialité de gérer l'obsolescence, en particulier en développement des cartes, donc des PC, si vous voulez, qui ont des entrées-sorties, qui communiquent avec la machine, et chaque fois qu'il est nécessaire, nous avons séparé l'unité centrale et nous la changeons de telle façon à suivre l'évolution de la technologie, mais en laissant la base pérenne. Voilà. Et puis, la société que nous avons créée Iris Inspection Machine, que nous avons créée en 2002, en revenant à nos premiers métiers qui étaient l'industrie du verre, eh bien, je me souviens très bien du jour où Philippe est rentré dans mon bureau et m'a dit Jean-Luc, cette électronique, on l'a fait durer 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, et on en a parlé ensemble et on a décidé de faire durer cette électronique le plus longtemps possible. Et finalement, pourquoi? Parce que nous lancions sur le marché et qu'il fallait avoir des machines de qualité. Et aujourd'hui, on en parlait avec Guido l'autre jour, cette société, en 15 ans, est devenue le leader mondial sur son marché grâce à la qualité de ses produits. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite approche de notre rapport à l'obsolescence et la gestion de l'obsolescence et l'obsolescence programmée. Alors, pour vous couvrir un petit peu notre présentation à 2 voix, on parlera un petit peu d'histoire avec un exemple qui est éloquent en matière d'obsolescence que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, nous irons un petit peu plus dans la technique avec la fiabilité, en définissant la fiabilité d'un produit. Le mean time, peut-être Philippe, tout fait l'heure, mais peut-être que tu peux le traduire. Le temps avant la première panne.
Voilà, le temps avant la première panne, qui sera présenté par Philippe, une partie un peu plus théorique, un mot de la maintenance prédictive, et puis ensuite on ouvrira un petit peu le débat en se posant la question de qu'est-ce qu'il y a derrière et un choix de société, et vous verrez que c'est énormément d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4 juin. Alors, un exemple éloquent, vous connaissez sans doute cette ampoule, elle est allumée, est-ce que quelqu'un peut me dire dans la salle depuis quand elle est allumée, cette ampoule? Non, alors l'ampoule électrique a été créée en 1878. En revanche, cette ampoule, c'est l'ampoule de la caserne des pompiers de Livermore en Alabama, et elle éclaire depuis 1901. Donc soit 118 ans. Alors, elle éclaire, disons qu'elle est allumée. Heureusement, les pompiers ont d'autres moyens de s'éclairer dans cette caserne. En revanche, de façon ininterrompue, elle est allumée. On a fêté son anniversaire. Il y a des grandes fêtes aux États-Unis où on vient voir l'ampoule. Et voilà. Alors ça, c'est l'exemple de la pérennité en matière d'ampoule. Alors, au XIXe siècle, tous les ingénieurs, lors de la révolution industrielle, lors de toutes ces découvertes qui ont permis le progrès scientifique, s'efforçaient de développer des produits les plus durables qui soient. Et les premières ampoules d'Edison, ben on a vu celle-là, mais elles avaient des durées de vie de 1500 à 2500 heures. Donc, vous pouviez trouver sur le marché, hein, ça c'est publicité mexicaine, une ampoule de 2500 heures, et on certifiait qu'elle allait durer ce temps. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les grands producteurs d'ampoules se sont organisés. Et puis ils ont créé un cartel qu'on a nommé le cartel de Phébus, qui a eu son siège social en Suisse. Et tous ces grands groupes internationaux ont donc fondé en 1924 ce cartel. Un cartel, c'est une association d'entreprises qui organise le marché. Alors vous savez que les ententes sont interdites aux États-Unis, il y a la loi antitrust, et d'ailleurs en Europe aussi. Mais bon, ce cartel a un petit peu comme un cluster, hein, ils se sont organisés sur plusieurs sujets pour contrôler la fabrication et la vente des ampoules incandescentes. Alors, voilà les articles en anglais, et si vous regardez le deuxième article, sécuriser et maintenir la qualité du produit, c'est le produit. Vous savez, dans l'école de commerce, on apprend les 4 P de porteur, maintenant il y en a 7, mais il y a le produit, place, c'est le réseau de distribution, il y a la promotion, donc la publicité, ça ce sont les 3 derniers points, et puis après il y a le prix, mais là, ils n'ont pas mis le prix. Ils ont assuré providing for more advantageous utilization of their manufacturing facilities in producing lamps. Donc, assurer l'utilisation la plus avantageuse de leur outil industriel afin de produire des lampes. Donc, optimiser l'outil industriel. Alors, c'est une façon très astucieuse de présenter la chose, mais en fait, le cartel de Phébus a fait des analyses. Ils ont pris tous les constructeurs. Alors, dans ce cartel, il y avait quand même des gens, Philips, AEI, Osram, General Electric, donc des gens qui ont pignon sur rue. Et ils ont analysé la durée de vie des ampoules à bulbes et ont regardé dans le temps quelle était leur évolution. Ils ont fait des statistiques par fournisseur. Et puis, ils ont créé un comité qui a décidé de limiter à 1000 heures la durée de vie des ampoules. Et ça, c'était vraiment une entente entre tous les producteurs, et ça s'est imposé au niveau mondial. Alors, pour pas être, comment on appelle ça, pour pas être jugé malicieux dans mon interprétation des choses, parce que c'est vraiment un exemple qui est sans arrêt cité quand on veut démontrer qu'il y a une malignité dans l'obsolescence programmée. Faut quand même dire, puisqu'on est dans un institut scientifique, dans une école, il faut quand même dire qu'il y avait quelques arguments, et en particulier, il s'avère que 1000 heures, c'est le bon compromis entre luminosité, la qualité de la lumière, la durée de vie, et donc le rendement de l'ampoule.
Ça, c'est une donnée. En revanche, ça a permis à tous ces acteurs de se générer un marché de remplacement, qui n'était plus un marché d'équipement, et de développer leur business, enfin leurs affaires, à l'international. Alors, il y a un événement. Alors, pour la petite histoire, en 1940, il y a une plainte qui a été portée, et le procès a abouti en 1953 en condamnant l'entente. Cependant, Miller, c'était devenu une norme internationale, et c'était trop tard parce que tout le monde l'avait adopté, donc on n'est jamais revenu là-dessus. Et puis, il y a un événement qui a marqué le monde, l'histoire du monde, c'est la crise boursière de 1929, avec la Grande Dépression qui s'en est suivie dans les années 30. En 1930, on a 4 millions de chômeurs aux États-Unis. En 1931, on a 8 millions de chômeurs aux États-Unis. En 1932, on a 12 millions de chômeurs aux États-Unis, soit un quart de la population active. On ne parle pas de l'Allemagne, où on arrive à 6 millions en 1933 et on connaît la suite. Alors, à ce moment-là, il va y avoir un nouveau président qui va mettre en place le New Deal, et puis on va commencer à théoriser l'obsolescence programmée. Alors, il y a un jeune homme, Bernard London, qui, après le crash boursier, va publier un manifeste où il va théoriser l'obsolescence programmée en montrant qu'il y a un intérêt à limiter la durée de vie des produits, parce que, ma foi, on entretient le fonctionnement de la machine économique. Alors, ce qui est intéressant quand on cherche un petit peu qui est Bernard London, c'est un courtier. C'est un courtier à la bourse de New York. Donc, c'est quelqu'un qui a une approche très financière des choses. Et quand on voit l'évolution de nos mondes d'aujourd'hui, c'est intéressant de savoir que celui qui a commencé à théoriser sur l'obsolescence programmée avait une approche financière. Alors, bon, c'est un sujet qui est de plus en plus complexe. Vous avez les rapports entre innovation et obsolescence, tout ce qui est sur l'automobile. Vous avez sans arrêt, dès qu'on crée un nouveau modèle, ma foi, on rend... Et il y a un aspect de mode là-dedans. J'ai regardé dans le petit Larousse, la définition, le premier synonyme qu'on donne pour obsolescence, c'est désuet. Désuet, ça fait référence à la mode. Et dans la communication marketing aujourd'hui, la mode, même pour les produits industriels, est une chose essentielle. Donc il y a l'impact de la publicité. Après, vous avez tous les aspects de maintenance. Est-ce qu'on peut maintenir un équipement, sa démontabilité, sa réparabilité? Vous avez tout ce qui est compatibilité ascendante des matériels. Alors, comme on est filmé, je ne vais pas vous donner les marques, mais vous y pensez. Vous avez sans doute changé de prise lorsque vous avez changé d'équipement. Et puis, on en parlait l'autre jour avec Guido, qui donnait l'exemple d'une société d'iPhone, enfin de téléphone mobile, voilà, qui s'était inscrite dans une logique de durabilité. Voilà. Et puis, l'évolution de la législation avec tout l'aspect environnemental et sécuritaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Philippe qui vous a donné une approche un peu plus scientifique des choses, et puis je reviendrai pour une petite conclusion.